Voyez-vous, il y a deux manières d'entrer dans la vie. Ou bien on devient un revendiquant, un protestataire, un pisseur de vinaigre, ou bien on en fait quelque chose. Alors moi, enfant de cette Normandie taciturne, j'ai travaillé tout ça, ça fait partie de mon expérience. Mais je n'ai rien à voir avec les marchands de... Ça s'est très bien porté en France, ça fait même de très belles carrières. Le ressentiment, la haine sociale, etc. Tout ça n'est pas mon aliment. Je m'alimente d'autres choses. Voilà. C'est une très grande expérience d'entrer dans la vie de cette façon. Personne ne choisit ses parents. On vient au monde, c'est le destin. On est enfant d'un destin qui ne vous quitte pas, évidemment. Et le tout est de savoir comment on s'accommode du hasard, du destin, et comment on peut travailler à retourner subjectivement la carte. La question de l'État, la question de la démocratie, la question des institutions en général, détachée des enjeux subjectifs, devient une sorte de salade d'abstraction. Je crois qu'il faut revenir à des choses très simples. D'abord, en ce qui concerne la démocratie, c'est à se demander, quand j'entends les discours qui se répandent, si ce concept de démocratie est devenu une religion, ou si on parle toujours d'un régime politique. Bon, quand je vois avec insouciance, on se répandent parfois des slogans ou des propos tels que le bulletin de vote est un chiffon de papier. Ce sont des propos que j'entendais enfant avant la guerre dans la bouche des fascistes. Maintenant, c'est devenu un thème sans doute très respectable, puisque venant de l'extrême gauche, puisque personne ne sourcille. Je suis étonné que, dans le même temps où on enseigne aux jeunes l'esprit civique, aucun journaliste spécialisé n'interroge l'extrême gauche sur ce qu'elle pense précisément de l'État et des institutions. Enfants meurtriers, adolescents statufiés en déchets sociaux, jeunesse bafouée dans son droit de recevoir la limite, votre solitude nue témoigne des sacrifices humains ultramodernes. Je vais d'abord vous dire, les commentaires sont libres. De ce que j'écris, on peut faire tous les commentaires qu'on veut. Ça n'est pas mon affaire, ça. Ce n'est pas mon affaire. Je ne peux pas empêcher ceux qui raisonnent comme ils raisonnent à propos de mes écrits. Je ne peux pas les empêcher de penser autre chose que ce qu'ils pensent. Je n'ai aucun titre à leur faire la leçon. Ils iront là où ils croient devoir aller. C'est très bien, ça m'indiffère. Ça m'indiffère. Je constate le sacrifice humain de masse. J'ai eu affaire, dans ce laboratoire que j'avais constitué, à des problèmes cruciaux du genre des dossiers de jeunes meurtriers qui n'ont pas accès, je ne dirais pas au remords, mais à la culpabilité. Vous pouvez toujours les condamner, c'est comme l'eau sur la peau d'un canard, ça glisse. Bon, alors, dans les centres sociaux, éducateurs, etc., un certain nombre de centres que j'ai connus prononcer le mot d'autorité, ils sont révulsés d'entendre ce mot, rien que ce mot. Bon, vous allez avoir prochainement des colloques sur l'autorité. Maintenant que les vents tournent, le troupeau va changer
de direction. Mais c'est un fait. On refuse aux jeunes le minimum vital, laissons le mot symbolique, qui ne veut plus rien dire à force d'avoir été mis à toutes les sauces. Quel mot vous voulez qu'on prenne ? Le mot, on peut user de tous les mots simples. Les mots simples, c'est-à-dire la construction de l'humain, la construction des enfants, la construction des adolescents, la construction humaine, ce qui répond à une logique. Il y a une logique. Alors évidemment, on peut promouvoir la société anormative. Il y a eu pendant on peut dire des décennies, dans la presse UP, hein, ne pas être normatif. Alors ça commence par la déstructuration à l'école. L'école de la République, je dis parfois, mais de quelle République parlez-vous ? Mais il n'y a plus de République. Quelle République ? À l'école, le simple geste d'écrire, les séances d'écriture, il n'y a rien de plus séparateur d'avec soi-même, de plus constructif de la personne que les séances d'écriture. La décomposition, quand il est question de 68, moi je n'ai pas de position, pour la raison que ce n'était pas le problème des jeunes, c'était le problème des adultes, de ceux qui ont été incapables, sortant de 50 ans de tuerie, d'enseigner un monde qui ne soit pas un monde à l'envers. Qu'est-ce que c'est que le monde à l'envers ? C'est le monde des camps. Dans les camps, qu'est-ce qui se passe dans les camps ? Vous savez, les récits, les 1000 récits. Dans les camps, le SS, il sort son revolver parce que, eh bien, ta tête ne me revient pas. Ou bien, il te frappe. Voilà, c'est ça, l'absence de limite. Ça s'apprend dans les camps. En 1968, puisque vous venez de parler de ces événements, vous enseignez à Nanterre. J'ai enseigné à Nanterre à partir de la rentrée de 1968. J'ai vu les bons enfants bourgeois du 16e arrondissement, parce qu'à cette époque, il y avait une sorte de compétence territoriale de cette université qui a majorité des enfants des meilleurs quartiers. Eh bien, pardonnez-moi, à la faculté de droit, j'ai vu ça, dans les toilettes toutes neuves, ils chiaient par terre. Et j'ai dit à quelques-uns, voilà qui est un geste démocratique qui va nettoyer cela. Et bien évidemment, les pauvres esclaves des HLM des alentours, en l'occurrence à l'époque, les pauvres portugaises qui cherchaient à nourrir leur famille. Bon, voilà. Moi, je fais passer mes examens à Lille sous la protection de la gendarmerie. Qui sont les victimes ? Ce ne sont pas ceux qui toujours peuvent se refaire une santé dans la vie, qui ont des parents, qui ont des relations, ou alors qui vont se faire les dents en président l'UNEF, par exemple. Ah, ça, on va voir se multiplier les fils à papa-maman, là, dans les partis politiques, alors agiter le flacon, de menacer les gouvernements de manifestations monstres pour faire reculer le gouvernement, que des jeunes qui sont en formation, prétendent parler au nom de tous les jeunes, de tous les étudiants, eh bien, je vais vous dire, ça me choque. Ça me choque parce que pour moi, c'est l'envers de la démocratie, c'est le monde à l'envers, c'est vraiment marcher sur la tête. Vous revenez sur cette nouvelle signature culturelle occidentale, sur cette débâcle des montages, et vous citez en note, illustration, la loi espagnole du 1er juillet 2005 autorisant le mariage homosexuel tire la conséquence linguistique. L'exposé des motifs précise que, dans le Code civil ainsi réformé, les références au mari et à la femme, au père et à la mère sont remplacées par la mention des conjoints ou des parents. Voilà. Et sur cette lancée, du reste, l'Espagne, qui est maintenant vieux pays catholique, je le signale, ça doit y avoir bien des liens, tout ça, mais laissons ça, ce n'est pas notre objet. En février 2006, il y a une loi sur les actes d'état civil. On va remplacer la notion de père par le parent A.
et la notion de mère par le parent B. Nous sommes vraiment dans ce qu'au temps stalinien, on appelait la révision des valeurs. Et la révision des valeurs qui s'attaque au langage, c'est-à-dire au principe de raison. Je vais vous en donner encore une démonstration. Le Québec, encore vieux pays d'ultra-catholiques qui tout d'un coup... Mais alors ça m'intéresse beaucoup ces choses-là, parce que ça ne vient pas de rien. Eh bien, le Code civil du Québec vient, dans un article, je crois, 539 du Code civil, déclare que dans le cas du couple homosexuel femme, si une des deux mères fait un enfant, les droits du père seront délégués à la mère qui n'a pas enfanté. Je résume. Bon, ça veut dire qu'il y a une mère qui enfante et une mère-père, donc qui accouche du père. Écoutez, alors je pose la question aux Français, est-ce que vous croyez qu'au nom de cette démocratie déraisonnable, vous allez convertir le reste du monde? Et je pense qu'on agence, de par ces mesures éclatantes, progressistes, etc., j'en passe, des qualificatifs, n'est-ce pas? Des qualificatifs de célébration de tout ça. Les Occidentaux sont en train, avec ça, d'essayer de vendre leur propre décomposition. Vous savez, il y a dans Huntington, non pas ce que je dis, mais un certain nombre de choses comparables. Je pense qu'il a raison, il a vu très bien, je n'argumenterai pas avec ses propres arguments, mais il y a un problème de fond. Nous avons toujours été dans le conflit des cultures, et là, nous y enfonçons de jour en jour. J'ajoute encore une chose, du Québec, justement. Une transsexuelle, alors il faut quand même que les Français prennent conscience de ce qu'on leur vend, de ce qui leur est vendu, y compris maintenant par des partis politiques et des intellectuels, philosophes, s'il vous plaît, de premier rang, qui vendent ça parce que ça se vend très bien. Voici le cas. Une mère transsexuelle se fait transformer en homme. Elle a un enfant. Le problème se pose, quel est le statut généalogique de cet enfant ? La question a été portée devant les tribunaux pour des raisons, je n'ai plus le dossier avec moi. Alors, le juge a convié des experts, travailleurs sociaux, psychologues, etc., qui ont dit, tout simplement, cette mère ayant exigé, de par la loi du Québec, c'est possible, de changer son état civil, eh bien, le juge, reprenant les formules des travailleurs sociaux, dit exactement ceci: pour cet enfant, sa mère est morte. Alors, où sommes-nous? Je pense que nous sommes dans la déraison, que c'est une pente de déraison. Maintenant, si les Français veulent aller là-dedans, ils iront. Je n'ai rien d'un moraliste. Simplement, moi, je m'occupe des constructions de la raison. Vous savez, c'est l'absence de limite, la débâcle. De toute façon, les enfants sont transformés en parents de leurs parents, ils n'en peuvent mais, éventuellement on les lâche dans la rue parce que c'est là, paraît-il, qu'est le nouveau gouvernement démocratique. Moi je veux bien, mais où est-ce que tout ça mène la jeunesse? Je sais qu'en ce qui me concerne, venant d'où je venais, je n'aurais pas survécu à ces manières de perversion des institutions. Vous savez, la question normative, c'est en effet une question de logique, de structure. Quand on met en œuvre, il est interdit d'interdire, c'est une manière d'instituer normative. C'est aussi normatif que son contraire. Seulement, ça produit des effets de déroute. Alors, moi, vous savez, 68, tout ça, c'est... autant n'emporte le vent, vous savez, en France, ce pays si conservateur, si bien conservé du reste, on conserve, je dis, la pensée à la cave, alors comme des bouteilles de vin. Eh bien, je crois que les crus de 68 sont maintenant éventés et ça a un goût un peu âcre. Je pense que bientôt, ça ne va plus saouler personne. Bon, mais ça, je peux me tromper lourdement. Et il y a quelqu'un qui me semble avoir bien compris la pente, c'est Houellebecq. J'apprécie beaucoup ce qu'écrit Houellebecq, il a compris. Ce qu'il fait de son désespoir, c'est une autre question qui le concerne. Mais le fond des choses, il le voit.
nous apprendrons du nouveau, parce que les Occidentaux ne pourront plus bientôt prétendre faire la leçon au monde entier. Voilà ce qui est à l'œuvre. Par ailleurs, bien du côté de ma mère, c'est une ascendance de fonctionnaires, de petits fonctionnaires, de moyens fonctionnaires, qui avaient ce trait caractéristique d'être des anticléricaux, voltairiens, comme on disait au début du dernier siècle. Et donc, c'est une certaine marque dans la Normandie catholique. Ça ne les empêchait pas d'être des catholiques ordinaires. Et la vie a fait que, quand je suis venu au monde, c'était la détresse économique dans ma famille. Donc, j'ai appris au berceau ce qu'on apprend par les livres ordinairement, la férocité sociale, les classes sociales ou les castes sociales. Il me vient un souvenir, puisque vous me posez toutes ces questions, un souvenir avant de l'expliciter. Je vais rappeler une petite anecdote qui m'avait beaucoup frappé en lisant Freud. Freud enfant a été marqué par vraiment une anecdote qui était que son père a été bousculé dans la rue par évidemment un antisémite violent, et son père s'est contenté de ramasser son chapeau qui était tombé à la suite de cette bousculade agencée par un antisémite. Il avait tout simplement ramassé son chapeau. Eh bien, moi, ce n'est pas une anecdote de ce genre que je peux rapporter, mais quelque chose qui est du même ordre, qui est ce que je pourrais caractériser en disant c'est la fracture du regard chez un enfant. L'anecdote est la suivante, elle est tout à fait simple et banale. Nous allions à l'église dans le banc des pauvres. Alors le banc des pauvres, c'est évidemment au fond de l'église, et des bancs, pas des chaises. Donc, dans un lieu bien séparé des autres fidèles. Et au moment de la quête, le prêtre passait devant le banc des pauvres sans s'arrêter. Et je me souviens avoir capté un jour le regard de celui qui faisait la quête, c'est-à-dire qui présentait la corbeille pour remettre la petite pièce ou l'offrande où les pauvres étaient dispensés de quête. Et ce regard m'est resté ancré dans la mémoire. Et voyez-vous, c'est ça, la fracture du regard qui survient chez un enfant dans des circonstances de cette sorte. L'enfant entre dans l'interrogation, sans mots bien sûr, sur la contradiction, le hiatus, la séparation, l'exclusion. Tout ça, ce sont des choses tout à fait essentielles que j'ai appris, moi, de cette façon. Oui, ça c'est un concept des anciens, un concept de Vitruve, le grand architecte latin, qui employait le mot de firmitas en disant non seulement un bâtiment doit tenir debout, mais il doit avoir l'air de tenir debout. Ça, c'est, je dirais, le côté décor de la dogmatique, ce qu'inclut le terme dogmatique. Mais il y a surtout une chose de fond, parce que avec mon apport, le concept de société se trouve bouleversé. Pourquoi ? Parce que l'idée, d'abord, il faut sortir je sors de
la conception linéaire de l'histoire, pour introduire l'idée d'une histoire sédimentaire. Autrement dit, le passé est refoulé, ne disparaît jamais. Ça m'a été très utile quand j'étais expert en Afrique, pour la raison que je pouvais faire des pronostics politiques et institutionnels qui se sont avérés malheureusement justes. Donc, bon, d'autre part, donc, quand on est dans cette conception non plus d'une histoire linéaire mais sédimentaire, on comprend que les montages, les institutions, l'enveloppe institutionnelle, la construction de la raison, c'est-à-dire qu'il y a un domaine dans lequel le principe de non-contradiction ne joue pas. C'est ce qui se passe quand nous sommes sur l'autre, quand l'autre scène se dévoile sans notre contrôle pendant la trêve du sommeil. Le rêve, personne ne le maîtrise. Mais d'autre part, dans la vie de la réalité, eh bien, c'est le triomphe du principe de non-contradiction. C'est là-dessus que se construit l'humanité. Et par voie de conséquence, le monde social, c'est d'abord une construction d'interprétation. C'est une affaire langagière, fondamentalement. Et par voie de conséquence, j'ai introduit ce concept de texte avec majuscule comme l'équivalent du concept de société, de culture, de civilisation. Et dans ces conditions, ça a une conséquence politique. Pourquoi ? Parce que, d'abord une conséquence de méthode, c'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler de la même façon en fabriquant des théories surgelées à consommer n'importe où sur la planète et qui donnent ainsi aux intellectuels occidentaux une espèce de rente de situation qui consiste finalement à dire, ou qui sous-entend à l'adresse du reste du monde, eh bien, vous suivez nos pensées ou bien vous êtes des demeurés, parce que ça revient tout de même à ça. Et la conséquence, c'est que la notion de texte met toutes les cultures à égalité. Nous sommes tous à égalité devant la logique de la vie, de la représentation, devant la logique langagière. Ça porte à d'immenses conséquences. Et je comprends pourquoi les Asiatiques, en ce moment, sont si intéressés et travaillent. Il y a des groupes de travail au Japon qui travaillent dans cette perspective. Yes, I've been living inside of you, but I guess this time I set me free, and there's nothing that you can do. I hope you can see. I can't seem to keep people around me, cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me, there's no other route. I wanted to shout, but it's too late now, cause I'm drowning. Got two face like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning like a cup in a cage. I can't cope with this hopelessness, though I try to be open and go with it. But I'm soaking in the pain like the wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. Cause I've been living inside of you, but I guess this time I set me free, and there's nothing that you can do. I hope you can see me, cause I've been living inside of you, but I guess this time I set me free, and there's nothing that you can do. I hope you can see. Babe, what you looking like this? You be fine, trust me, just in time to get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you who I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they nailed Jesus up, there's no fucking heaven, then they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. Like you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiots. Cause I've been living inside of you. I
But I guess this time I set me free. Oh, I love this. I love There's this. nothing that you can do. Funny guy is always I see. I know you can see. Can you see me? There's no one else. Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can